je disais merci de m'avoir donné l'occasion de parler sur ce sujet qui est très d'actualité, le microbiote, et on verra aujourd'hui l'implication du microbiote en allergie. Alors, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, on voit sur le 4 sur le microbiote. Comment il attire l'attention des scientifiques de par son implication en médecine. Sur les dernières années, on voit qu'il y a une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle sur l'étude de ce microbiote. Rien que pour l'année 2017, on a près de 7000 publications. Alors, c'est grâce aux scientifiques, notamment les microbiologistes, les immunologistes, les généticiens et les cliniciens qui se sont assis autour d'une table et pendant des années et des décennies, ils ont étudié ce microbiote. Alors, l'intérêt est porté parce que cet écosystème est impliqué dans plusieurs pathologies. Alors, depuis sa découverte qui a été totalement fortuite, comme beaucoup de découvertes le sont, le pionnier qui avait mis en évidence, qui travaillait, Leeuwenhoek, qui était commerçant et qui avait mis au point le premier microscope. Il avait conçu des lentilles à l'époque qui étaient très sophistiquées. Lui-même n'était pas scientifique, il était commerçant et ces loupes lui permettaient de voir les étoffes, comment elles étaient faites. Et il s'est amusé à voir avec ces lentilles un peu partout sur les surfaces et il avait décrit l'existence de petites créatures qu'il a appelées les animalcules, qu'il avait envoyées, donc il apprenait à dessiner et qu'on voit déjà que c'était des dessins qui ressemblaient aux différents types de bactéries. Donc à l'époque, on ne connaissait pas encore les bactéries. Le monde bactérien n'était pas encore découvert. Et il avait vu, au niveau des plaques dentaires des individus, l'existence de ces petits animaux. Et il ne savait pas à l'époque qu'il venait de découvrir le microbiote dentaire. En fait, le microbiote, c'est un écosystème, c'est un ensemble de bactéries qui est en contact de toutes les surfaces de notre organisme. Donc, toutes nos surfaces sont au contact de milliers de bactéries, de virus, qui sont tous les jours au niveau de notre peau, et même à l'intérieur. En fait, nous hébergeons plusieurs microbiotes, et ces niches de bactéries, principalement, sont différentes les unes des autres parce qu'elles ont une composition en bactéries qui leur sont propres. C'est ainsi qu'on a des microbiotes, donc par exemple au niveau de la bouche, au niveau de la peau, au niveau vaginal, au niveau pulmonaire, mais le plus important, c'est le microbiote intestinal. C'est un véritable écosystème et nous vivons avec lui dans une parfaite symbiose. Donc, ce microbiote, c'est bactéries qui sont au contact de milliers de cellules de notre organisme. Ils sont au contact de plus de 400 mètres carrés de muqueuse et tous les jours, nous le tolérons. Alors, nous avons près de 100 000 milliards de bactéries au niveau de notre organisme. C'est plus que l'ensemble, c'est 10 fois plus que l'ensemble de nos cellules, de notre corps. Et chaque individu va arborer environ 1000 espèces bactériennes. Sur le plan génétique, ces bactéries constituent près de 2 à 3 millions de gènes au niveau de notre organisme, ce qui constitue 100 fois plus de gènes que notre propre génome. Le microbiote intestinal est considéré comme un véritable organe. Il pèse près de 2 kg et il a des fonctions métaboliques. Aujourd'hui, on reconnaît au microbiote des fonctions qui sont supérieures à celles du foie.
Alors, qui sommes-nous? Sommes-nous humains ou bactériens? On est à 1/10 humain et à 9/10 bactérien. Donc, 90% de notre organisme est constitué de ces bactéries en proportion. Nous sommes un véritable hybride humain-bactérie. Si une telle proportion est là, c'est que ce microbiote nous sert à beaucoup de choses. La question qui a été posée lorsque les bactéries ont été découvertes du temps de Louis Pasteur, c'est que pouvons-nous vivre sans les bactéries? On verra si on pourra répondre tout à l'heure. Alors, ce microbiote intestinal, on va le retrouver tout au long donc, du tractus digestif avec une concentration qui va être croissante de la bouche vers, donc on a une distribution croissante oro-anale. Et la plus grande concentration va être au niveau du côlon, où on va retrouver plus de 95% des bactéries de ce microbiote. Dès la découverte donc, de ce microbiote, et comme on a su et on a vu qu'il était très important pour la survie de chaque individu, donc les scientifiques ont voulu caractériser les bactéries, qui étaient donc ces bactéries, lesquelles et quelle était leur fonction. Pendant très longtemps, les techniques donc, de mise en évidence de ces bactéries, qui étaient donc les cultures bactériennes, n'ont pu mettre en évidence que 20% des bactéries. Pourquoi? Parce que la plupart de ces bactéries sont donc au niveau de l'intestin dans des conditions anaérobies. Donc leur culture est très difficile. On ne voyait pendant des années que 20% de l'iceberg émergent, c'est-à-dire que la partie émergente uniquement on la voyait et on ignorait le reste des bactéries. Donc grâce à l'avènement donc de la technologie, principalement le séquençage à haut débit et la biogénomique, on a pu donc caractériser le génome de ces bactéries. Le premier projet qui a été lancé donc en 2007 aux États-Unis, et le défi a été lancé pour la caractérisation donc, de ce génome bactérien à l'échelle mondiale. On voit qu'en 2011, pratiquement la majorité donc, des pays avaient un projet sur l'identification du génome bactérien. Alors, ces travaux ont permis de mettre en évidence le microbiote dominant. En effet, chez chaque individu, d'une façon générale, on peut dire qu'il y a un microbiote dominant, un microbiote secondaire et un microbiote de passage. Ce microbiote dominant est caractérisé par la présence de 3 phyla donc, de bactéries, les actinobactéries, les bactérioïdes et les firmicutes. Bon, je m'excuse si je prononce mal par rapport à la microbiologie. Alors, ce microbiote dominant, c'est lui le manager au niveau donc de l'intestin. C'est lui qui va imposer ses lois et il va permettre à certaines bactéries et pas d'autres d'y résider. Ce microbiote dominant, certes, on va le retrouver, donc, il va caractériser donc, le microbiote chez tous les individus, mais il faut savoir que chaque individu va être reconnu par son propre microbiote. Ça veut dire que si on scanne donc, les bactéries du microbiote de chaque individu, ça sera comme une carte d'identité, une empreinte. Nous avons tous un microbiote qui nous est propre, qui va nous permettre de nous identifier. Pourquoi? Parce que ce microbiote va premièrement varier en fonction de la génétique, en fonction des habitudes alimentaires, en fonction de la prise ou pas d'antibiotiques, du mode de vie. Tout au long de notre vie, il peut varier, mais tout en gardant une structure d'une façon globale identique.
Alors, tous ces travaux donc sur le microbiote a permis de mettre en évidence ses principales fonctions, qui sont des fonctions métaboliques connues depuis de très longtemps, telles que la différenciation et la prolifération des cellules épithéliales, la synthèse de vitamines, notamment la biotine, les folates, la vitamine K, la dégradation donc des sucres qui sont assez complexes, et donc la production d'énergie. Les fonctions de barrière, ils constituent donc une barrière vis-à-vis des bactéries pathogènes. Il incite la production des IgA. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont ses fonctions immunes. Ce microbiote va permettre le développement du système immunitaire, tant au niveau de la muqueuse intestinale qu'au niveau donc général. Il va permettre sa maturation et le développement des réponses adaptatives. Alors, revenons donc à notre question, peut-on vivre sans microbes? C'était la question que Louis Pasteur avait posée lorsqu'il avait donc découvert les bactéries. Et donc, plusieurs personnes ont voulu répondre à cette question, d'autant plus qu'après ça, donc, il y a eu la naissance de la microbiologie. Alors, dès lors, on a voulu connaître donc quelle était la fonction et plutôt l'importance de ce microbiote chez l'individu ou chez la souris. Donc, il y a eu les modèles de germes free, qu'on appelle les souris axéniques, c'est-à-dire qu'on va les faire naître par césarienne et tout de suite après, on va les mettre dans une bulle stérile où il n'y aura plus de contact avec les bactéries. Et ils se sont dit, on va voir, est-ce que le fait de ne pas acquérir un microbiome, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a vu que ces souris avaient une durée de vie au début assez longue, mais qu'elles vivaient très mal. C'est-à-dire qu'elles développaient, premièrement, lorsqu'on disséquait cette souris, qu'on voyait donc au niveau de l'intestin, qu'est-ce qui se passait? On voyait qu'il y avait une atrophie des cellules épithéliales, qu'il y avait un retard, qu'il n'y avait pas de maturation du système immunitaire, les lymphocytes étaient très diminués, aussi bien au niveau donc, de la muqueuse qu'au niveau périphérique. Cette souris était hypotrophique, donc elle ne grandissait pas. Il fallait à chaque fois lui apporter donc, des nutriments et de l'énergie pour pouvoir la maintenir en vie. Donc il fallait l'assister. Ces souris devaient être assistées, d'autant plus que phénotypiquement, elles présentaient des susceptibilités accrues aux infections et des désordres métaboliques, plus des eczémas, signes d'allergie. Donc, on répond, peut-on vivre sans les bactéries, sans notre microbiote? Nous pouvons vivre, certes, mais comment? Dans quelles conditions? Très mal et jusqu'à le dépérissement. Donc, la question est non. Alors, ce microbiote, lorsqu'il va mal, lorsqu'il y a une dysbiose, qu'elle soit sur le plan quantitatif ou sur le plan qualitatif, il peut y avoir donc des modifications, des anomalies donc, de ce microbiote, soit quantitativement, soit qualitativement. Ça veut dire qu'il y a des espèces donc, bactériennes qui vont disparaître et qui vont être remplacées par d'autres. On va assister à quoi? Eh bien, aujourd'hui, on sait que ce microbiote est associé à la survenue de différentes pathologies, bien sûr, chez des sujets qui sont toujours génétiquement prédisposés. Il peut y avoir donc des désordres métaboliques, obésité, diabète. On peut voir des troubles neuropsychiatriques, des troubles de l'humeur. Il y a des associations avec l'autisme, la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et, ce qui nous intéresse, l'allergie. Donc, toutes ces pathologies, on sait aujourd'hui qu'elles risquent de survenir lorsqu'il y a une dysbiose. C'est des sujets donc génétiquement prédisposés. Par rapport donc à l'allergie, tout a commencé en 1989 lorsque David Strachan avait montré à l'époque qu'il y avait donc une augmentation de l'allergie chez des enfants nés dans une fratrie petite. Ça veut dire qu'ils avaient un nombre de frères et sœurs qui était très bas. Il avait remarqué que plus il y avait de l'hygiène dans les maisons,
et plus l'allergie survenait dans l'enfance. L'utilisation à l'époque d'antibiotiques, puisque les antibiotiques sont rentrés vers les années 50, la vaccination et le milieu rural, toutes ces conditions étaient là pour que les allergies, donc ça faisait le lit dans la petite enfance pour que l'enfant développe donc plus tard des allergies. À ce moment-là, la théorie hygiéniste était née. Donc, un excès de propreté, ne pas être en contact avec les bactéries, ne pas faire d'infection, tout ça conduisait donc à la survenue d'allergies. L'hypothèse de Strachan, donc, c'était que au même moment, qui concordait donc au même moment, on avait découvert les deux sous-populations, TH1, TH2. Et ces deux populations, il y avait un paradigme, c'est que les TH1 étaient plus impliqués dans les réponses cellulaires après qu'il y ait pénétration donc, des bactéries, c'est-à-dire que les infections bactérières suscitaient plus des réponses TH1, alors que les allergènes suscitaient des réponses TH2 et donc production d'IgE. Donc la théorie hygiéniste disait qu'en l'absence d'infection bactérienne, il y avait un déséquilibre de ces réponses immunitaires en faveur de la voie TH2 et donc pour cela, l'individu produisait des IgE. Et donc la voie TH1 était plutôt minime chez ces gens-là. Les études, donc, après, plusieurs études ont montré que dans les pays industrialisés, en même temps qu'il y avait donc diminution donc, des infections, notamment bactériennes, il y avait une recrudescence de l'asthme, donc de l'allergie, mais en même temps d'autres maladies dysimmunes. Donc là, on était toujours en faveur de cette hypothèse hygiéniste, diminution des infections, diminution donc la réponse TH1 et en faveur de la réponse TH2. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, la théorie hygiéniste commençait donc à déranger, dans le sens où certains scientifiques commençaient à se révolter et dire « doit-on vivre dans la saleté ? Doit-on accepter des conditions de vie précaires pour pouvoir échapper à l'allergie ? Si on suit la théorie hygiéniste, il vaut mieux faire des infections, ne pas être trop propre. Quelle est donc la balance pour éviter donc cette allergie ? Donc, à ce moment-là, il y avait des équipes en parallèle qui travaillaient sur les infections parasitaires au niveau donc, des pays en voie de développement. Et ils avaient fait une observation, c'est que dans les pays en voie de développement, il y avait beaucoup d'infections parasitaires. Et les infections parasitaires étaient plus à médiation TH2. On sait que les parasites induisent des réponses de type TH2. Par contre, chez cette même population qui faisait donc beaucoup de parasitose, il y a très peu d'allergies. Donc, si on voit infection parasitaire, médiation TH2, allergie, médiation TH2, il y a quelque chose qui cloche. Ils se sont dit, la théorie, donc cette théorie hygiéniste, qui dit qu'il y a donc un défaut de cette balance, ne tient plus la route. Il y a un problème. On a deux pathologies à différenciation TH2, elles ne coexistent pas. Donc, plus tard, d'autres scientifiques, allant toujours dans le même sens, ont mis en évidence, ont montré qu'il y avait que la survenue d'infections pendant l'enfance augmentait le risque de développer une allergie, notamment les infections à Candida. Lorsque, donc, pendant l'enfance, très tôt, l'enfant fait des infections à Candida, il a beaucoup de chances de faire une allergie. Donc là aussi, l'hypothèse hygiéniste était remise en question les études montrent que lorsqu'on fait certains types d'infections, on a plus de chances de faire des allergies. En 2003, Graham Rock, qui lui, donc, à l'époque, était fortement contre cette théorie donc, hygiéniste, a proposé une nouvelle théorie, c'est la théorie des vieux amis. Donc, Old Friends.
il revient vers l'existence donc de ces infections parasitaires qui protégeraient contre l'allergie. Donc il s'est dit, c'est vrai que dans les pays industrialisés, nous faisons moins de parasitose, de moins en moins. Les enfants donc, sont dans des conditions d'hygiène. Il n'y a plus les parasitoses qu'on voyait avant. Donc, il s'est dit, il faudra peut-être renouer avec ses vieux amis, entre autres les parasites, pour pouvoir nous protéger donc de l'allergie. Et il a dit, il faut arrêter de dire que l'excès d'hygiène nous protège contre l'allergie parce qu'il y a des bactéries qui nous veulent du bien, il y a des micro-organismes qui ne nous veulent pas du bien. Donc il fallait faire le ménage. À l'époque, donc bien plus tard, des études, donc principalement l'étude Parsifal et l'étude Gabriela, ont montré que les enfants qui étaient élevés dans les fermes, donc au contact d'animaux, faisaient beaucoup moins d'allergies que les enfants qui étaient nés en ville. Et là, ils se sont dit effectivement que dans la ferme, il y a le contact vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de micro-organismes qui vont protéger l'enfant vis-à-vis donc de cette allergie. Donc, on n'est plus dans mais quelles sont ces bactéries? Qu'est-ce qui se passe? Et là, on va renouer un petit peu, ils sont revenus vers le microbiote. Alors, toujours pour arrêter cette théorie donc, hygiéniste, on revient donc vers ce graphe qui disait que les infections bactériennes donc, à médiation TH1 diminuaient et recrudescence de l'allergie à médiation TH2. Mais on voit qu'avec l'augmentation de l'allergie, on a dit tout à l'heure, il y a une augmentation de maladies dysimmunes, notamment de maladies auto-immunes, qui, elles, sont à médiation TH1. Donc, la théorie de Strachan s'effondre de plus en plus, et là, on ne parle plus de réellement hygiène, mais de la nature de l'infection, de la nature du degré donc, immunitaire et la dysrégulation. Alors, à partir de là, il y a eu la théorie du microbiote. Des études ont montré que l'utilisation d'antibiotiques chez un individu, les gens qui prennent beaucoup d'antibiotiques, les enfants qui prennent beaucoup d'antibiotiques sont susceptibles de développer des maladies allergiques, mais également d'autres pathologies qui sont liées donc au dysfonctionnement de ce microbiote, on a vu tout à l'heure, tels que l'autisme, tels que la sclérose en plaques, tels que les changements d'humeur, etc. Donc la destruction de ce microbiote par les antibiotiques entraînait une dysbiose qui était responsable donc d'apparition de pathologies dont l'allergie. Donc l'hypothèse du microbiote est celle qui est la plus retenue. Alors on va voir comment ce microbiote nous permet de lutter donc contre l'allergie. Tous les jours, nous sommes tous contents de s'asseoir autour d'une table et de manger. Diversification de la nourriture, mais il faut savoir que toute cette nourriture que l'on absorbe constitue des milliers d'antigènes pour l'organisme. Ce sont des antigènes, des allergènes que l'on prend chaque jour et qu'on tolère. Comment tolère-t-on? Grâce à quoi? Entre autres, grâce au microbiote, ce qu'on appelle par la tolérance orale. Alors, comment ce microbiote nous permet de tolérer donc cette nourriture alors que lui-même, ce sont des antigènes. Donc là, on est face à deux types d'antigènes, le microbiote lui-même et les aliments. Alors, comment tolère-t-on ces deux entités? Premièrement, le microbiote.
sont des bactéries qui sont implantées donc au niveau de notre tube digestif. Comment ne pas réagir contre ces bactéries? Premièrement, nous gardons une distance. Donc, nous prenons notre distance par rapport à ces bactéries grâce à l'épithélium intestinal, mais le premier rempart, c'est le mucus. Il y a un mucus qui tapisse donc ces cellules épithéliales et qui va maintenir donc ces bactéries commensales à une certaine distance. Donc, ensuite, ces bactéries, elles vont stimuler, notre microbiote va stimuler les cellules épithéliales pour la production de certaines molécules antimicrobiennes. D'autre part, troisièmement, si ces bactéries donc franchissent, elles sont immédiatement détruites. Mais il faut savoir qu'elles vont induire leur prise en charge par le système immunitaire va être nécessaire pour induire une réponse, mais de type T-régulateur. C'est-à-dire que c'est un climat au niveau de l'intestin, c'est un climat tolérogène. On n'est pas dans l'inflammation, malgré l'existence de ces bactéries. Il va y avoir déviation de la réponse immunitaire vers la production de T-régulateurs, producteurs donc après de cytokines qui vont inhiber la différenciation TH2. Donc on va inhiber les voies TH2, on va inhiber toutes les réponses donc aux allergènes par ces T-régulateurs. En homéostasie, donc, on a un climat très serein au niveau de l'intestin. On a un équilibre entre la régulation et les réponses inflammatoires. Il faut savoir qu'il faut qu'on maintienne à un niveau très bas de l'inflammation. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit capable à tout moment de pouvoir réagir en cas d'invasion par des bactéries pathogènes. À droite, vous voyez que s'il y a des bactéries qui vont envahir donc l'intestin, il va y avoir une prolifération. Il faut que rapidement, il y ait un switch de la régulation vers les réponses inflammatoires. Pour cela, notre microbiote nous permet actuellement, à tout moment, de produire des réponses régulatrices pour qu'on le tolère, mais également des réponses à bas bruit inflammatoire, de telle manière à, en cas de danger, dès que le danger est signalé, on bascule rapidement vers l'inflammation et on élimine les bactéries. Donc, si on revoit, ce microbiote, donc on a dit, va nous permettre de faire en homéostasie des réponses avec production de T-régulateurs, avec un petit peu à un niveau bas des TH17, qui est la population donc, de l'inflammation, qui va être responsable donc, de la médiation de l'inflammation, mais on va inhiber carrément la voie TH2. Et ainsi, on va inhiber donc les réponses allergiques. Plusieurs travaux ont montré qu'il existait une corrélation entre la composition et la diversification de ce microbiote intestinal chez l'enfant, même au tout début de la naissance. Donc, en fonction de la nature des bactéries qui vont coloniser donc, l'intestin de l'enfant, en fonction de la richesse et de la nature de ces bactéries, chaque enfant va constituer son propre microbiote dès le début donc, de l'enfant, dès les premiers mois de la vie. Et vers l'âge de 6 à 7 ans, chaque enfant aura donc sa propre signature de son microbiote et va, en plus de son patrimoine génétique, va être susceptible ou pas de développer de l'allergie. Et là, des études ont montré qu'il existait donc des différentes compositions, on a dit, caractérisées. Chaque profil de microbiote est caractérisé par un profil métabolique. Les bactéries de notre microbiote, comment elles vont agir? Par le biais de ces métabolites qui vont produire et que
eux, vont agir sur différents systèmes pour nous procurer donc cet état donc homéostatique dans lequel on est. Alors, c'est ainsi qu'on a identifié des bactéries qui vont stimuler la production de TGF-bêta, telles que le Clostridium, certaines espèces de Clostridium. Donc, c'est pour ça que si ce Clostridium est là, il va contribuer à l'instauration donc de cet état de tolérance. De notre côté, vous avez une autre bactérie qui a été étudiée. C'est la colonisation intestinale par Helicobacter pylori. Alors, on sait que Helicobacter pylori est un probionte, c'est-à-dire qu'il est inoffensif dans certaines situations et dans certains cas, il peut donner des cancers de l'estomac. C'est ça les bactéries probiontes, c'est qu'elles sont gentilles, mais elles peuvent devenir, dans certains cas, méchantes. Alors, cet Helicobacter pylori, lorsqu'il colonise donc très tôt chez l'enfant, il protège contre la dermatite atopique et la rhinite ou l'asthme. Donc on voit que en fonction de la nature, en fonction de certaines bactéries, chaque bactérie a sa contribution à apporter dans l'établissement de cette homéostasie intestinale. C'est pour ça qu'on a entre 800 et 1000 espèces bactériennes au niveau de l'intestin. Ces bactéries dialoguent entre elles. Chacune a sa fonction. C'est comme on est dans une ruche, il y a des abeilles, il y a une reine, il y a des ouvrières, etc. Donc, on va avoir, on a vu un microbiote qui va être principal, qui va diriger les différentes actions et les différentes, pour chaque bactérie, chacune va apporter sa contribution. Alors, ce microbiote, donc là on redit, va jouer un rôle dans la génération des T régulateurs et dans la génération donc de cytokines qui vont inhiber les voies TH2. Alors, à la naissance, un bébé, quand il vient au monde, il est soumis, la première chose à laquelle il est confronté, c'est le microbiote de sa maman. Donc, il était dans une bulle, disons, stérile, in utero. On admet que c'est stérile. Et dès qu'il arrive donc dans ce monde, les premiers amis, disons, qu'il va rencontrer, c'est le microbiote maternel. Alors, ce microbiote qui va coloniser donc l'intestin du bébé va dépendre du mode de naissance, du mode d'accouchement. Si l'accouchement se fait par voie naturelle, nous allons voir un microbiote vaginal que l'on va retrouver donc chez le bébé. Par contre, si le bébé naît par césarienne, le microbiote que l'on va retrouver, c'est un microbiote plutôt cutané. Et en fonction de la prise ou pas d'antibiotiques chez la maman ou à la naissance, ce microbiote qui va donc s'implanter chez l'enfant va être sujet à des modifications ou pas. Donc toujours sur un fond de génétique et en fonction de l'alimentation, on va avoir des microbiotes différents chez l'enfant, selon qu'il soit nourri au sein, donc selon qu'il y ait apport de lait maternel ou pas, ce microbiote va avoir une signature bien définie. Je reviens donc sur le lait maternel qui va contribuer par sa part à apporter donc des bactéries qui vont aider le bébé à établir son homéostasie au niveau de l'intestin. Il faut donc élever donc les bébés au lait maternel pour que leur microbiote leur permette de se prémunir contre les allergies dans l'enfance plus tard. Alors, ce microbiote n'est pas stable. Bien sûr,
On a dit en fonction de l'alimentation, de la prise d'antibiotiques, de l'existence d'infections autour ou pas. Mais au cours de ces premiers mois de vie, on sait que le microbiote va mettre pratiquement 2 ans pour atteindre la configuration de microbiote adulte. Donc l'enfant, pendant ses 2 premières années de vie, va mettre en place son microbiote intestinal qui va lui permettre de mettre en place la maturité de son système immunitaire. C'est très très important parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va se prémunir contre le futur, contre ce qu'il attend dans le futur. C'est une étape qui est très importante dans le sens où si on n'assure pas cette bonne installation de ce microbiote et donc cette bonne régulation du système immunitaire et son développement, il n'y a pas que la régulation, il y a d'abord son développement au niveau des muqueuses intestinales, le bébé va avoir donc des petits soucis un peu plus tard. Donc, on a dit, à la naissance, le microbiote va mettre pratiquement 2 années pour se stabiliser et atteindre donc la composition du microbiote adulte qui va dépendre des facteurs, donc des modes de l'alimentation, des facteurs génétiques, de l'environnement, etc. Et ce microbiote aura tendance à s'appauvrir avec l'âge. Et chez les personnes âgées, on va retrouver un microbiote appauvri. Et même la composition sera différente du microbiote de l'adulte. Alors, pour terminer, on va juste revenir sur la notion donc, de nos vieux amis et dire donc aux mamans, aux grands-parents, de ne pas trop surveiller les enfants, de les laisser au contact de cette diversité pour qu'ils puissent avoir un microbiote capable de les protéger vis-à-vis de l'allergie. Voilà, je vous remercie.